Une vie, une œuvre, Paul-Jean Toulet. Et si ma pensée n'avait tout son sens que pour la postérité, comme ces vins chargés de goût en leur jeunesse, à qui le temps seul donne la gloire avec la clarté. Une émission de Paul Chavas avec l'abbé Jean Bégary, Michel Bulteau, Simone Cara, Marie Cateau-Marvier, Michel Descaudins, Bernard Delvaille, Geneviève Dorman, Roger Grenier, François-Xavier Jaujard, Louis Lataillade, Pierre Lius, Jacques Reda, Pierre Tranchès. Je pense que c'est l'un des tout premiers poètes français. C'est un des derniers à avoir vraiment inventé quelque chose avec la contre-rime. Toulet était introuvable. Toulet était réservé aux Happy Few. Il n'était pas réédité et il n'a pas été réédité pendant plus de 50 ans. Et c'est devenu un jeu pour moi qui courait les boutiques de bouquinistes de découvrir des Toulet. Et puis il y a une sorte de club de Toulet, c'est-à-dire que les gens qui aiment Toulet se le disent de l'un à l'autre. Tout au cours de la vie, j'ai retrouvé des admirateurs de Toulet, des amis de Toulet, parce que Toulet est typiquement ce genre d'écrivain qui n'a pas un immense public, mais qui a comme ça une petite chapelle de fidèles. Dans le fond, je ne sais pas si j'aurais jamais eu la curiosité de lire Toulet si je n'avais pas été élevé à Pau. Et là, on baigne évidemment dans l'esprit de Toulet, d'autant plus que j'ai fait mes études au lycée de Pau, qui a été le lycée de Toulet. Ça me frappait d'autant plus que, quand même, il parle du Béarn tout le temps et il parle de choses qu'on voyait tous les jours. On passait le bac à cette époque-là dans une salle d'examen qui était construite sous la terrasse de la place Royale, face aux Pyrénées. Et cette salle était tout simplement un ancien casino, le casino où Toulet allait jouer et perdre. Et on savait que quand il avait joué toute la nuit, qu'il avait perdu, il s'accoudait au balcon le matin pour voir le soleil se lever sur les Pyrénées. Quand, de ma chaire de surveillant, je regardais les montagnes, c'était un collège posé au milieu des champs, c'est-à-dire avec des sonnailles, avec des rumeurs, des bruits, des cloches d'Angélus, voyez-vous. Eh bien, chaque fois que je regardais les montagnes, c'était pour me réciter des vers de Toulet. Toujours. Tandis que toi, sublime enceinte, des couleurs du temps, etc. J'ai une photographie de Paul-Jean Toulet qui était dans l'album de Colette et où il est si beau que je l'ai mis et ma fille croit que c'était un amant à moi, a cru ça. Et m'a dit un jour, mais maman, qui est ce jeune homme avec des yeux d'assassin qui est à côté de ton lit ? Bonjour Marie Cateau-Marvier. Bonjour, heureuse de vous revoir. Préparie Guettari, bonjour. Cette maison, mon Dieu, quelle atmosphère. Vous entrez de plein pied dans Toulet parce qu'en face de la porte d'entrée, il y a un tableau qui participe à la, comment dirais-je, à la légende. Enfin, c'est une trace quand même picturale, intéressante, parce que vous y voyez dans la vieille maison familiale de ma mère, le goûter des enfants, une nappe blanche, et vous voyez deux enfants, dont l'une avec le chapeau rond, et Chouchou Debussy, la fille de Claude Debussy. Ça t'est pris dans l'été 17 lors de la visite, deux visites de Claude Debussy à Toulette, et 2 ans après, cette ravissante petite fille était morte. Bon, ça m'a toujours impressionnée. Et Toulet en parle beaucoup dans sa correspondance avec Debussy. Oui, il en parle beaucoup. C'est une des enfants qui l'a ému dans sa vie et à laquelle il s'est attaché certainement. Il connaissait bien votre mère ? Ma mère faisait partie de son entourage puisqu'elle était la nièce du docteur Harris qui avait épousé la sœur de Marie Toulette. Et ma mère, dont vous voyez le portrait ici à 18 ans, peinte par mademoiselle Romney qui a peint également ce tableau champêtre, on voit ma mère une image très jeune fille de Toulet. Très jeune fille de Toulet avec sa rose, la robe rose, ce regard profond, ce port de tête. Et il n'avait pas été sans déceler son extrême intelligence.
Sa vie, vous savez, oui, elle est connue parce qu'on a des dates, on a des repères, mais tout de même, elle ne cache pas un certain mystère et il y a des zones d'ombre, enfin, il y a certains secrets dans la vie de Thoulet qu'on n'a jamais très bien compris, et surtout son départ de Paris en 1912. Bernard Delvaille. Disons grosso modo que c'est un homme du Midi, et plus précisément du Béarn. Il est né à Pau en 1867, donc à 1 an ou 2 ans près, il est le strict contemporain de Gide ou de Claudel, et il avait des attaches à l'île Maurice. Il mourra en 1920 à Guétary, non loin de Biarritz, sur la côte. C'est dire donc que toute sa vie est centrée autour du Béarn et autour de ces montagnes Pyrénées qu'il adorait, avec de 1898 à 1912 un long séjour à Paris, entrecoupé toutefois de quelques petits voyages et d'un long voyage en Indochine. Donc c'est une existence qui peut nous paraître aujourd'hui complètement désuète, c'est un genre de vie disparu. Pau était une ville très cosmopolite, au climat très tempéré, où venaient beaucoup d'Anglais et d'Anglaises, c'est-à-dire quelque chose un peu comme Menton, Nice ou Monte-Carlo. C'était ça Pau à l'époque. Donc on y jouait aux courses, on y menait une vie très élégante, on y jouait au casino, ce qui sera l'une des passions désastreuses d'ailleurs de Thoulet. Donc c'est cette vie comme ça, un peu de ville d'eau qu'a connue Thoulet, vie qu'il ne reconnaîtra jamais plus par la suite. À la terrasse du Café Champagne, place Royale, à Pau, Thoulet, maigre et long, est assis, jambes croisées, les pieds dans des sandales blanches, les mains jointes en serrant son genou droit. Il est tellement replié sur lui-même qu'il a l'air bossu, et que son estomac s'appuie sur le genou que j'ai dit. Cependant, par un effort en sens contraire, sa tête se relève, la barbiche blonde apparaît. Et peu à peu, ses gros yeux bleus de jeune fille vous fixent, sous l'étroit béret basque rabattu sur le front. La lèvre, d'une minceur extrême, se crispe. Il sourit, m'invite à m'asseoir devant son absinthe. Il sort du lit. Il est 5 heures après-midi. C'est être pour lui matinal. Il est gentil. Il me parle de mes vers. Il n'en écrit pas, ou du moins, il ne les produit pas encore. Nous avons quelque 26 ans chacun. Il regarde évoluer près de la statue d'Henri IV 2 ou 3 professionnels qui ont fait le bonheur de 3 générations. C'est curieux, me dit Thoulet. On tient pour des oies toutes ces filles de Pau. Quant à moi, je leur trouve un cru délicieux, un cru qu'il faut savoir dégager. Il crispe à nouveau sa lèvre, puis boit une gorgée de Pernod. Francis James. Une fois installé à Paris, il y mènera une vie de noctambule qu'il menait déjà à Pau avec quelques camarades, mais enfin il mènera à Paris une vie de noctambule de la rive droite, bien qu'il ait vécu à un moment rue de Villers-Sexcel, c'est-à-dire près du boulevard Saint-Germain. Et une fois retourné au Pays Basque après 1912, ni sa fortune ni son état de santé ne lui permettront désormais de passer les nuits au casino, de boire et de fréquenter les jeunes filles après lesquelles il aimait courir à Paris, à l'île Maurice et à Pau dans sa jeunesse. Il est né à Pau. Il avait été conçu cependant à l'île Maurice. Pierre Lius. Il écrit en effet « Douce plage où naquit mon âme ». Mais ses parents, qui étaient des Béarnais, des créoles habitant l'île Maurice, avaient tenu à ce que leur enfant naisse dans la capitale du Béarn. Ils sont donc venus à Pau, et au bout de quelques jours, malheureusement, la mère de Paul-Jean Thoulet est morte. Alors il a été confié à des oncles et des tantes, et il a vécu à ce moment-là pas mal de temps tout près de Pau, dans un faubourg de Pau, à Billières. Sur mes 6 ans, mon cher ami, je demeurais dans une petite villa de Billières. Et de là, chaque matin, à la belle saison, je gagnais Pau et l'école des Dominicaines, où me conduisait mon oncle en se rendant lui-même au quartier. Il ne faisait encore que petit jour, du brouillard pendait entre nous et les montagnes. Sur les giroflées qui habitaient le creux des murs, sur les fleurs sanglantes, au bord des allées de gazon,
La rosée avait laissé de belles larmes. Et mon oncle cueillait pour moi, parmi les larges feuilles, une grappe de raisin glacé. Étais-je heureux? Je ne sais. Mais c'était vivre déjà. Quel orgue, une âme d'enfant. Jusqu'à la première femme qui en joue et le fausse. Mais rappelez-vous le bleu léger des Pyrénées et le matin qui baisait vos joues pâles. Adieu. À son retour de l'île Maurice, où il était allé passer 3 ans, 3 ans suivis d'une année à Alger, où il a connu, hélas, la malfaisance de la femme, eh bien, il est revenu en Béarn, où il a mené une vie assez dissolue. Une vie dissolue, courant la campagne, les petites boîtes, enfin les petites boîtes, les petits cafés. Les auberges. Les auberges, n'est-ce pas qu'il a chanté d'ailleurs, vous vous rappelez? Vous souvient-il de l'auberge et combien j'y fus galant? Vous étiez en piquet blanc, on y dit la Sainte Vierge. Un cheminot navarrais nous joua de la guitare. Ah, que j'aimais la Navarre, et l'amour, et le vin frais. De l'auberge dans les Landes, je rêve, et voudrais revoir l'hôtesse au sombre mouchoir, et la glycine en Irlande. Mais il ne fréquentait pas que les auberges qui étaient situées autour du petit village où était la propriété de sa famille, ce village qui porte un nom déjà symbolique, Caresse, avec 2 R, Caresse. Caresse. Il ne se promenait pas seulement là, il allait également de casino en casino, il allait à Pau, il allait du côté de Cauterets ou de Luchon, il faisait des escapades vers Biarritz. Et je crois, ce n'est qu'une hypothèse, mais je crois qu'elle est valable. C'est au cours d'une de ces escapades vers Biarritz qu'il a fait la connaissance de celle qui devait devenir sa femme plus tard. Qu'un hasard de sensations, le chant des coqs, un fruit qui sent bon, le chant furtif d'une fontaine, évoque sur les bords de mon âme caresse aux arbres balancés. Tout de suite, je revois le pays, les roses thés qui pendent, les grappes de Malaga, ou bien c'est à travers un jour d'orage jaune et noir, le Gave, que j'écoute bruisser continuellement. Oui, c'est Caresse. C'est Caresse où je promenais tout enfant sous les platanes frais, cette mélancolie qui embrassait tout le monde. Il y a donc toutes les... Oui, ces lieux de la campagne béarnaise qui sont le décor de certains de ses romans et de certaines de ses nouvelles, comme Les Demoiselles La Mortagne ou Les Contes de Béanzig, La Jeune Fille Verte, etc. Et en même temps, il y a les 2 pôles. Il y a le pôle béarnais, il y a le pôle parisien. Ce sont les deux. Les îles, l'île Maurice, et puis alors plus loin, le voyage en Indochine, en bateau, bien sûr, par Ceylan, Singapour, etc. Ce sera plutôt, il en tiendra compte dans son journal intime, et dans l'un des textes les plus passionnants, qui s'appelle Les Lettres à soi-même, où, avec une pudeur qui le caractérise, il se parle de lui-même à lui-même. Enfin, en se disant vous. En se disant vous. Paris a donc été un moment, un bloc très important. Paris a été un bloc. Il y est allé un peu avant 1898, puis il est revenu vers le Béarn. Et en 1898, il s'y installe tout d'abord à rue de Villers-Sexel, nous l'avons vu, et ensuite place de la Borde, c'est-à-dire derrière le boulevard Haussmann, et à 2 pas de l'église Saint-Augustin. Le quartier de Proust. Le quartier de Proust. Il menait à peu près la même vie. Il est à peu près certain qu'ils se sont rencontrés sur le coup de minuit ou d'1h du matin, soit chez Larue, qui était à l'angle de la place de la Madeleine et de la rue Royale, soit chez Weber, qui était un peu plus loin sur le trottoir de la rue Royale, soit au Café de la Paix, soit dans quelques lieux, dans quelques bars ou quelques cafés des grands boulevards que fréquentaient à la fois Proust et Toulet, car c'était au fond tous les deux des hommes de la rive droite. Et de la rive droite des grands boulevards, non pas de Montmartre par exemple, mais des grands boulevards. Et des hommes de la nuit. Et des hommes de la nuit.
et d'une sensibilité maladive, l'un comme l'autre. Toulet, comment vivait-il à ce moment-là à Paris? Je veux dire, quels étaient ses moyens, quelles étaient ses activités quand il Ses était moyens, réveillé? il avait quand même hérité de sa famille un petit peu d'argent. Il ne devait pas en dépenser extraordinairement. Il est vrai que le whisky, les cocktails, c'était l'époque où on découvrait quand même tout ce côté déjà anglais. Il y avait une sorte d'anglomanie dans le Paris de l'époque. Anglomanie qui sera un peu encore augmentée par l'exposition universelle, n'est-ce pas? C'est l'époque quand même où Debussy ou Fargue se promènent dans Paris, où on crée des harmonies nouvelles, on cherche c'est l'époque du tout premier jazz, enfin du cakewalk et de tout ça. Donc il y a tout ce côté anglais qui devait, et ces manies qui devaient coûter assez cher à Toulet. Et puis tout de même, il a écrit un petit peu. Son premier livre, Monsieur Duport, Homme public, doit être de 1897, je crois. Et puis, il devient surtout, avec d'autres, il devient le nègre de Willy, c'est-à-dire le mari de Colette. Et là, il écrit plusieurs livres en collaboration avec Willy, avec son ami Maurice Saillant, qui sera célèbre comme prince des gastronomes sous le nom de Kurnonski, et avec qui Toulet partagera l'appartement de la rue de Villers-Sexcel et l'appartement de la place de la Borde. Il y a d'ailleurs un mot de Giraudoux, quelque part, qui a connu Toulet à cette époque. Giraudoux dit « Un bonhomme très maigre sur un gros bonhomme tout rond, c'est Toulet sur Kurnonski ». Enfin, ils ne se quittaient absolument pas. Et c'est Kurnonski qui l'emmènera en Indochine pour l'exposition coloniale de Hanoï, que lui, Kurnonski, devait couvrir en tant que journaliste. Et ça a été une grande connivence entre Toulet et Kurnonski, mais c'est Toulet qui a écrit la relation du voyage. Simone Cara. C'était une commande qu'on leur avait faite, ils étaient partis comme journalistes. Toulet notait au fur et à mesure, avec des références littéraires, avec des notations amusantes, mais Kurnonski ne fait rien. Et il y a une autre preuve de cette gentillesse de Toulet à l'égard de Kurnonski, c'est qu'il lui a laissé signer seul le roman Demi-veuve, qui a paru toujours à la vie parisienne. Et dans les notes de l'éditeur Henri Martineau, on retrouve, Toulet dit, voilà, telle partie a été écrite par moi, mais j'ai autorisé Kurnonski à signer seul. Et ils ont signé en commun 2 autres romans sous le pseudonyme de Perdicace, car ils avaient envoyé Perdican, et puis il y a eu une erreur de télégraphe, et c'est devenu Perdicace. 2 romans, Le bréviaire des courtisanes et Le métier d'amant. Monsieur, encore que les traités sur l'art d'aimer, fussent-ils d'Ovide ou de Perdicace, ne soient de rien auprès de l'expérience et de la disposition naturelle, cependant je veux tenter l'aventure de l'amour par raison démonstrative. Je dois, ces temps-ci, devenir l'amant d'une dame dont le mari est au camp, et je dois vous faire l'aveu que je suis un peu coquebin. On m'assure que vous avez écrit un livre sur le métier d'amant. Loués soient les dieux si ce livre nous fait des hommes idoines à bien ramasser le mouchoir ou les gants. Pour moi, si vous voulez bien m'en envoyer un exemplaire, je vous devrai sans doute main bonheur, ou du moins suffrage menu, dont je serais bien ingrat de ne pas venir vous rendre grâce par le prochain coche d'eau. Je suis, monsieur, bien sincèrement, votre reconnaissant et dévoué Gabriel de Lautrec. Les amitiés littéraires, elles sont d'un monde très étrange qui est le monde donc des grands boulevards, le monde des journalistes, le monde des turfistes, le monde des écrivains qui n'ont pas donné quand même une œuvre considérable comme Gabriel de Lautrec, Léon Daudet bien sûr. Mais enfin, c'est un monde d'abord ce sont des gens qui ont une sensibilité d'extrême droite, qui sont anti-Dreyfusards. Mais enfin, c'est un monde très particulier qui a disparu avec la guerre de 14 au fond. Mais c'était un monde 1900. C'était un monde 1900, tout à fait. Tout à fait. Et alors l'autre grande amitié quand même de Toulet, qui a peut-être été la plus importante parce qu'elle aurait pu mener à une œuvre commune, c'est l'amitié de Claude Debussy. Il y a une correspondance assez importante avec Debussy. Toulet et Debussy se fréquentaient beaucoup, s'écrivaient beaucoup, et ils avaient eu le projet d'un opéra tiré de Shakespeare, Comme il vous plaira. Et
tant Toulet que Debussy avaient pris des liens avec certains directeurs de théâtre parisiens pour essayer de monter cette pièce, avec Antoine, avec Gémier, etc. Et cela n'a finalement rien donné. Mais je parlais tout à l'heure de ces zones d'ombre qu'il y a dans la vie de Toulet, et il y a ce départ de Paris en 1912. Pourquoi est-il parti? On ne le sait pas. Est-ce le manque d'argent? Est-ce l'usure physique due à ses abus de toutes sortes et à ses excès de toutes sortes? Est-ce la lassitude? Est-ce l'âge qui venait? Enfin, et Debussy, c'est-à-dire 1 an après le départ de Toulet de Paris en 1913, lui écrit au Pays Basque: « Vous devez me croire si j'affirme, devant les houes qui bordent mélancoliquement ma fenêtre, que je ne suis pas encore habitué à ce départ de vous, qui ressemblait à une fuite de tout et du reste. Je ne vous ai jamais dit ce qu'il me paraissait caché de sentiments froissés, de sensibilités meurtries, car ce sont là des instants particuliers où les conseils, aussi bien que les consolations, ne servent pas à grand-chose. » Et bien certain qu'il y a eu dans la vie de Toulet des sentiments froissés, mais cependant il n'était tout de même pas complètement abandonné, parce qu'une nouvelle génération d'écrivains, dont certains l'ont à peine très très peu connu, allait s'intéresser à lui, et allait finalement le pousser à constituer son œuvre, et surtout son œuvre poétique. Il y a d'abord Henri Martineau, qui était un médecin des Deux-Sèvres, et qui s'est passionné très tôt pour Toulet. Martineau avait fondé une revue qui s'appelait Le Divan, et par la suite, après la mort de Toulet, c'est Martineau qui a publié toute l'œuvre posthume et réédité les œuvres épuisées de Toulet. Il y a eu Martineau, donc, et puis alors il y a eu un groupe de jeunes gens, comme Francis Carco, comme Tristan de Rème, Jean-Marc Bernard, Jean Pellerin, c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les poètes fantaisistes, et qui ont fait de Toulet véritablement leur maître, et qui l'ont obligé à rassembler ses poèmes, à rassembler les contre-rimes, qui sont évidemment le meilleur de son œuvre poétique et presque l'essentiel de son œuvre poétique, à rassembler ses poèmes et à les publier. Ils avaient trouvé un petit éditeur à Marseille, qui devait publier les contre-rimes, et puis finalement l'éditeur n'a pas donné suite au projet, le manuscrit des contre-rimes s'est perdu, et Toulet a dû reconstituer un manuscrit des contre-rimes, et les contre-rimes ne paraîtront qu'1 an après sa mort en 1921. Donc il était à la fois sur une pente descendante par rapport à sa jeunesse, et en même temps sur une pente qui montait par rapport à la postérité. Mais pensez-vous que la postérité s'occupera jamais de vous ou de moi ? Si on le croyait, ça vaudrait bien de prendre des attitudes. Comment aimeriez-vous qu'elle vous vît? Moi, mordant et raffiné comme un outil de dentiste, cachant un grand fond de tendresse, 8 mètres au moins, ce qui est plus qu'à Quanché, ou sous les algues de l'ironie, aimer des femmes, craint des hommes, et finissant dans un four d'ivoire une vie de passions mondaines et mystérieuses. Paul-Jean Toulet, Lettres à soi-même. Toulet est mort en 1920 et dans les années 1925, un groupe d'élèves du lycée de Pau, dont je faisais partie, a créé un journal de potache qui s'appelait Coup d'aile. Louis Lataillade. Nous étions fascinés par Toulet. Nous étions des inconditionnels, des contre-rimes, et on s'essayait, plus ou moins adroitement, à écrire à la façon de Toulet. L'Académie de Béarn, qui est une petite académie locale, avait remarqué ces poèmes et avait décidé de les réunir dans un volume qui apparut sous le titre un petit peu naïf de Goéland aventureux. Dans les publications locales, évidemment, il était question de Toulet. Il y avait des articles sur lui. Alors on se dit, tiens, il habitait là. Enfin bon, il y avait une curiosité. Et puis les contre-rimes ont été une grande découverte pour moi. Enfin, c'est un genre de poésie que j'aime. Roger Grenier. L'inspiration est très, très familière, comme ça, très quotidienne. Donc je vous dis, je retrouvais des choses comme ça de ma vie de tous les jours, là-bas, à Pau, dans les coteaux du Béarn. En même temps, alors ensuite, il y en a qui sont de pure plaisanterie, des jeux grammaticaux. Alors, c'est un homme qui connaît admirablement la langue française, qui fait ce qu'il veut avec l'écriture et avec son style. Oh, je l'ai prise, cette admiration, dans le presbytère de mon grand-oncle curé. Un presbytère, vous savez, dans lequel il y avait plus de livres de poésie que de livres de théologie et de morale. L'abbé Jean Bégary. Et puis alors, des morceaux choisis d'auteurs béarnais,
à travers lesquels, ces morceaux choisis, là, j'ai connu Toulet, les petits poèmes de Toulet qui m'ont ravi immédiatement. Et surtout le dernier, qu'on a retrouvé, écrit au crayon, sur sa table de nuit. Là, ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses, etc. Je dis ce poème qui est, pour moi, peut-être le plus beau de Toulet parce qu'il est marqué par la profondeur de la source. Vraiment. Et Toulet, depuis, j'ai appris beaucoup de poèmes de Toulet par cœur, surtout en surveillant mon étude en Haye. Vous savez, j'ai été cadenassé pendant 40 ans. Dans le dernier des emplois, mon travail consistait à ajuster les élèves, ad justum, ajuster les élèves. Et là, alors, j'avais un livre de poètes toujours entre les mains, je circulais entre les tables. Et voilà comment j'ai appris, je peux dire, des dizaines de milliers de vers. J'ai toujours, pas loin de moi, quand je me promène dans mon jardin, eh bien, oui, regardez, la vie est plus vaine une image que l'ombre sur le mur. Pourtant, l'hiéroglyphe obscur qui trace ton passage. La vie est plus vaine une image que l'ombre sur le mur. Pourtant, l'hiéroglyphe obscur qui trace ton passage m'enchante. Et ton rire, pareil au vif éclat des armes. Et jusqu'à ces menteuses larmes qui miraient le soleil. Mourir non plus n'est ombre vaine. La nuit, quand tu as peur, n'écoute pas battre ton cœur. C'est une étrange peine. C'est un des derniers inventeurs dans le vieux domaine de la métrique classique française. Jacques Réda. C'est un des derniers à avoir vraiment inventé quelque chose avec la contre-rime. On pourrait dire qu'il n'a fait qu'une adaptation, mais cette adaptation, c'est un coup de génie, c'est-à-dire le coup, si j'ose dire, de la strophe de 4 vers à rime embrassée et avec l'alternance d'un octosyllabe et d'un hexamètre, avec les 2 rimes correspondantes qui sont au milieu. Il y a comme ça un effet de balancement et de régularité qui se répétant de strophe en strophe est très beau. Ça évoque un peu le balancement d'une robe blanche qui s'en va comme ça dans la verdure. Je crois que pour bien comprendre Toulet, il faut penser qu'il intervient dans la poésie française au début de ce siècle, à une époque où le vers libre s'est affirmé. Michel Descodins. Mais alors, ce que nous apporte avec élégance, mais en même temps avec simplicité, discrètement Toulet, c'est aux environs de 1910 la preuve que la prosodie traditionnelle n'a pas dit son dernier mot, qu'elle peut être complètement renouvelée et que, chose paradoxale, son renouvellement ne doit pas venir d'un laxisme, par exemple, accepter que les alexandrins ne riment pas, accepter l'hiatus, etc., toutes sortes de choses dont on parlait à ce moment-là, mais au contraire, que ce renouvellement vient d'un excès de rigueur. Si vous voulez, on pourrait le rapprocher en ce sens à la fois de Malherbe et de Valéry, bien qu'ils ne soient pas du tout dans leur ligne. Et alors, c'est ici que l'on trouve justement cette contre-rime. Il prétend qu'il l'a inventé, c'est pas tout à fait vrai. Mais il a inventé ce court poème, et vous savez que plus un poème est court, et plus les exigences sont pesantes sur lui. Et alors ce court poème de 2 ou 3 strophes de 4 vers, et des vers très courts, puisque une strophe comporte 2 vers de 8 syllabes et 2 vers de 6 syllabes. Alors je vous en lis un par exemple. « Tout ainsi que ces pommes de pourpre et d'or, qui mûrissent au bord où fut Sodome. » Et alors, vous voyez tout de suite combien ce court ensemble de vers est en même temps extrêmement raffiné, car nous partons sur 8 syllabes, et la rime c'est pomme. Et on attend une autre rime en homme, mais non, vient un vers de 6 syllabes, qui donc a l'air de couper ce qui précédait, de pourpre et d'or. Bon, on s'attend à un rythme plus court, mais non, nous reprenons les 8 syllabes, qui mûrissent au bord. Et chose surprenante, la rime ne vient pas avec le premier vers de 8 syllabes, mais avec le deuxième vers qui est un vers de 6 syllabes. Et où fut Sodome, le 4e vers rimant avec le premier. Ainsi, vous voyez, dans cette petite strophe qui n'a l'air de rien, nous avons en réalité des jeux extrêmement savants de rupture. Rupture de rythme, rupture de rime. Et l'ensemble crée une harmonie rare qui est véritablement le propre de Toulet. Toulet est certainement, dans une certaine mesure, un virtuose, mais jamais
sauf quelques coquetteries qu'il se permet par-ci par-là, des tournures un peu archaïques. Jamais la forme ne l'emporte sur ce qu'on peut appeler le fond. Il y a un équilibre parfait. Quant au ce que j'appelle le fond, Toulet n'a jamais provoqué les mêmes vertiges que Mallarmé ou que Baudelaire ou que Rimbaud, bien sûr. Le fond de Toulet, ça, ce qu'on peut appeler son inspiration, c'est l'inspiration éternelle des poètes, depuis les vieux Chinois en passant par Horace. C'est la vie brève, c'est le temps qui passe, les amours amers, le regret du temps perdu, tout ça. C'est d'une grande banalité, mais la vérité, c'est la nôtre. Alors, elle nous touche, surtout quand elle prend ce caractère d'extrême sobriété et de vibration qu'il y a chez Toulet. Parce que l'extrême sobriété va toujours chez lui avec une vibration musicale tout à fait juste. Il y a chez lui une science quasiment instinctive des sonorités, c'est-à-dire il n'y a jamais ou très rarement des effets trop voulus comme il y en a eu dans le symbolisme, même quelquefois chez Verlaine, des allitérations, des choses trop bien calculées, quelquefois. Mais la note est toujours juste, il a le sens de la couleur des sons. Sauf quand il y a un tout petit excès de perfection, ça et là, de très loin en très loin, je dirais, où il se cambre peut-être un peu trop, et il fait sentir qu'il a cette maîtrise extraordinaire de son instrument. Il a usé de ce procédé des contre-rimes, qui donne à ses pièces un tour extrêmement léger. Toute allégresse a son défaut et se brise elle-même. Si vous voulez que je vous aime, ne riez pas si haut. C'est à voix basse qu'on enchante, sous la cendre d'hiver, ce cœur pareil au feu couvert qui se consume et chante. Si on les aime mieux, les contre-rimes, c'est parce que ce sont au fond des romances, comme les hommes les aimaient déjà du temps que les sirènes chantaient « Santa Lucia » au matelot d'Ulysse. Il a eu ce sens que le langage de la poésie, c'est le langage de tous les jours. Il a eu en même temps cet autre sentiment que la poésie, ce n'est pas simplement de sentir quelque chose. Et il a été ce chercheur de mots, ce laveur de mots qui leur rend leur pureté originale. Et il a été moderne dans une troisième acception, c'est que ces thèmes ne relèvent pas de la grande tradition des thèmes éternels élégiaques, mais sont insérés dans la vie contemporaine. Au hasard d'une strophe, eh bien, on trouve un petit paysage palois ou une évocation de la Provence, mais non pas des Pyrénées ou de la Provence de carte postale, mais au contraire de quelque chose d'immédiatement vécu avec un petit mot de patois qui arrive ici ou là. Et c'est cela qui fait de Toulet un poète moderne. J'ai relu ce qu'en dit Giraudoux dans Suzanne et le Pacifique. Geneviève Dorman. C'est quand Suzanne raconte qu'elle rencontre Toulette et Kurnonski. Et elle dit « Quand on cause 10 minutes avec Toulette, horloger des âmes, toujours courbé comme sur un rouage, on se sent aller juste pendant 24 heures. On ne commet plus de pléonasme, de solécisme, on n'obéit plus à de faux syllogismes. » Et voilà, et moi quand je vais pas bien, quand j'ai besoin de remettre ma pendule à l'heure, je lis Toulette. Enfin, il y a toute une famille d'écrivains, si vous voulez, qui ont dû emprunter beaucoup à Toulette. Je pense à Morand, je pense à Nimier. Et ce que j'aime dans le style de Toulette, d'abord, c'est la fantaisie. C'est l'humour. Et en plus, c'est la grande rigueur artisanale. C'est un métier comme un métier de bijouterie, même d'horlogerie, je dirais. Écrire, c'est de l'horlogerie. On sent qu'il raffine, qu'il choisit les mots, qu'il prend le temps de balancer ses phrases, de les rendre musicales. Il y a un très très gros travail qu'on sent sous l'aisance apparente et moi qui m'émeut beaucoup. Est-il vrai que les femmes détestent l'ironie? Et quand même, ce ne serait qu'un des masques de notre tendresse. Il y a eu plusieurs plans des contre-rimes parce que quand les contre-rimes ont été mises en volume, enfin quand il y a eu ce projet, Simone Cara. Il a fallu retrouver dans tous les papiers éparpillés de Toulet. Or, Toulet n'était pas du tout fétichiste de ses propres écrits. Et il lui arrivait d'envoyer sur un petit dos d'enveloppe, sur n'importe quel morceau de papier qui tombait sous sa main, un poème à un ami. Et le jour où il a dû les retrouver pour l'édition des contre-rimes,
il a fait appel aux amis en disant « Mais est-ce que je ne vous avais pas envoyé à telle époque un premier état de... » Alors les amis qui avaient conservé, renvoyé ou ne renvoyaient pas, en fait ça a été une très longue quête. Mais je pense que le plan qui appartient à un collectionneur était le premier. Et on y retrouve ce goût de l'ésotérisme de Thoulet. Et il me semble, évidemment tout ça est improbable, ça demande une lecture sous-tendue par d'autres connaissances, mais on retrouve dans le premier plan des contre-rimes des allusions au tarot et une répartition, et certains poèmes évoquent de façon très précise le battleur, l'empereur, le pendu, le diable, l'ermite. Tout ça, chaque poème peut être lu avec cet éclairage des tarots. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des thèmes plus fréquents que d'autres dans les contre-rimes? Eh bien, il se révèle quand on fait ce petit travail auquel je me suis livrée, et j'en ai honte parce que quand il s'agit de Thoulet, c'est peut-être une atteinte à sa finesse, à sa légèreté. On ne doit rien faire de mécanique avec Thoulet. Mais j'ai eu la curiosité de le faire pour vérifier des intuitions. Et je faisais à l'époque partie de l'équipe qui travaillait au Trésor de la langue française au CNRS, et j'ai donc mis Thoulet sur ordinateur, de façon à comparer avec l'index du Trésor de la langue française. Et je me suis aperçue que ce qu'il me semblait était réel, c'est-à-dire que Thoulet emploie une grande quantité d'adjectifs noirs et d'un adjectif qui revient de façon tout à fait signifiante, beaucoup plus fréquente que chez aucun poète de son époque, et même, je crois, que chez aucun poète d'aucune époque. On retrouve sombre, pleure, alors que Thoulet est considéré comme un poète fantaisiste, comme un poète léger. En fait, c'est non pas un romantique attardé, encore que on ait vérifié ce fait avec le Trésor de la langue française précisément, c'est que entre Louis XIV, où régnait le soleil, le XVIIIe, où éclate la lumière, et le XIXe siècle, où apparaît l'ombre du romantisme, il y ait cette progression. Et en même temps, il y a chez Thoulet un clignotement qui fait penser un petit peu à Gustave Moreau. D'ailleurs, Thoulet aimait beaucoup la peinture de Gustave Moreau. Thoulet qui a écrit des études sur les peintres dans les différents salons, comme l'avait fait Diderot d'ailleurs, c'est une... Baudelaire. Ou Baudelaire. Et précisément dans les thèmes des contre-rimes, il y a un nombre incalculable d'adjectifs de couleurs, d'adjectifs de matière colorée, comme le très célèbre poème Cathares me chatoyant, cinabre, colcotard, or piment, vous dont j'ai goûté l'ornement sur la rive cantabre. Thoulet est un visuel. Thoulet aime voir. Et quelquefois, cette vision est une vision comique. Par exemple, Zo qui saute entre deux messieurs, nul phasard de dérobe le double trésor sous sa robe qu'on mûrit d'autres cieux. C'est une pastèque, c'est une comparaison entre les fesses de cette belle négresse et ce fruit. Les fruits et les fleurs ont beaucoup d'importance chez Thoulet. Or, ce sont aussi des supports de couleurs. J'écoutais Thoulet décrire le ciel ou les feux par des noms de couleurs que je ne connaissais pas, l'aventurine, l'ithéra, le latil, d'une voix si tendue et si insinuante qu'il me semblait me farder les yeux. Giraudoux, Suzanne et le Pacifique. Je comprends cette sensibilité aussi de Thoulet, cette sensibilité à fleur de peau, cette discrétion, cette pudeur. Bernard Delvaille. Il parle quelque part la cauteleuse douceur de vivre, c'est-à-dire il y a un côté vénéneux dans la sensibilité de Thoulet. Il sent que dès qu'une chose commence, elle va s'achever. Il écrit aussi l'amour se mêle à la vie comme l'odeur des cyprès épouse l'odeur des roses. Il y a donc toujours eu une sorte de regret, de plainte, de lassitude. Thoulet était un être très solitaire, très retiré, qui fuyait le monde. Il n'en reste pas moins vrai que Thoulet est attiré par une forme de fantaisie. C'est-à-dire qu'il est capable de sauter d'un thème sérieux à un thème léger, de parler de nourriture dans un distique introduit dans un recueil de poésie. C'est un signe de fantaisie, c'est certain. Ce sont peut-être des petits péchés de jeunesse, mais c'est aussi peut-être une façon de rompre le ton
qui pourrait être excessivement romantique des contre-rimes. Car en fait, Toulet est un être sensible, c'est un écorché vif, et c'est, à mon avis, ce qui ressort le plus dans les contre-rimes, c'est cette sensibilité de Toulet qui fait qu'il a toujours été à la recherche d'un bonheur et d'un idéal qu'il n'a pas pu atteindre, mais il ne s'en plaint pas, et son regard reste à fleur de pleurs. Et il se défend de ses larmes par une sorte de politesse à l'égard de son lecteur. Mais encore faut-il le lire et ne pas se laisser dérouter par cette multiplicité de visions successives. Toulet cultive le contraste, ce qui est très caractéristique de cette époque, et ce contraste va aussi jusque dans la langue. Et il y a à la fois des phrases qui sont très simples et puis des contre-rimes qui sont composées de 4 quatrains sans respiration. Et le verbe sert à la fois aux 2 volets du poème et ça donne une construction étrange qui déroute quelquefois le lecteur. Et Toulet est extrêmement déroutant, c'est vrai. Il a l'habitude d'utiliser des ellipses, le mot qui n'est pas intéressant, le mot qui n'est pas significatif, il l'abandonne. Et c'est très curieux, en particulier dans les 3 impostures. Je crois que c'est le recueil de maximes, à la façon de La Rochefoucauld, où Toulet recueille l'essentiel de sa philosophie, qui est stylistiquement le plus intéressant. Souvent, les phrases sont extrêmement restreintes, extrêmement resserrées, au point qu'il faut faire un effort pour retrouver le sens propre de la maxime. Et on retrouve des états différents d'un même texte, d'une seule phrase des 3 impostures. On peut retrouver jusqu'à 10 ratures successives. Et je crois qu'il y a vraiment peu d'auteurs qui, autant que lui, s'attachent à la musique du mot et à remplacer un mot qui ne lui plaît pas par un autre plus intéressant, à reprendre une phrase, à la rendre de plus en plus limpide et à élaguer. C'était un de ses grands mots, élaguer. La fantaisie est une ellipse. On saute par-dessus le raisonnement, ou bien on fait le tour pour aller plus vite. Et l'on continue de courir jusqu'à ce que l'on meure. Que l'on meure tout seul, comme on a vécu. Dans les 3 impostures, ce sont des aphorismes. Vous savez, marqué comme sa poésie d'ailleurs, de tout son talent, de sa vigueur, de son art particulier de l'ellipse. Pierre Tranchès. Ce sont des formules à la Rochefoucauld, par la fermeté, la concision, la dureté admirable d'ailleurs de l'expression. Car qu'il s'agisse de prose ou qu'il s'agisse de poésie, il y a toujours chez lui cette même exigence d'une forme pure, dure. Et dans un certain sens, si on voulait le définir, je dirais qu'il est avant tout un artiste. Et que chez lui, ce que l'on découvre peut-être de plus attachant, c'est cette sorte de foi dans l'art, car dans la mesure où tout s'écoule, il est sur ce point-là, si vous voulez, très proche de la philosophie de l'Ecclésiaste. Mais dans la mesure où tout s'écoule, où tout lui échappe, où tout peut-être est amené précisément ainsi à devenir pour lui simple objet de regret, simple souvenir nostalgique, dans cette mesure-là, il semble qu'il y ait quand même quelque chose qui demeure. Ce sera précisément ce qu'il aura dit et la manière dont il l'aura dit. Molle rive dont le dessin est d'un bras qui se plie, colline de brume embellie comme ce voile un sein, Philaos au chantant ramage, que je meure, et demain vous ne serez plus si ma main n'a fixé votre image. Il y a une chose que j'aime beaucoup chez Toulet aussi, ce sont les calembours et les jeux de mots. Et si vous voulez, il a une façon de jouer avec les mots, de détourner les phrases, de les détourner de leur sens, moi, que j'adore. Lorsque votre mari rentre un peu défrisé, ah, madame, n'y couchez pas, il s'est grisé.
Je pense à des jeux verbaux que l'on trouve dans les contre-rimes et dans les poèmes qui suivent et qui ont quelquefois de quoi surprendre un petit peu les lecteurs. À côté de strophes célèbres comme celle des Aliscans. Mais trouver quelque chose comme... Deux vrais amis vivaient au monomotapa, c'est le début de la fable de La Fontaine, jusqu'au jour où l'un va voir l'autre et le tapa. Pour lui, en fin de compte, entre une plaisanterie digne de l'Almanach Vermeaux et la plus belle des merveilles, le plus admirable raffinement linguistique, il n'y a pas de différence. C'est toujours le même jeu. Ah oui, ce que j'aime aussi beaucoup dans le style de Toulette, c'est que tout en étant un rigoriste, parce que vous savez qu'il voulait faire une académie de grammaire, il était extrêmement pointilleux, et tout en étant donc rigoureux, en étant gréco-latin, helléniste et très raffiné sur le choix et le balancement de ses phrases, il n'était pas du tout passéiste et il admettait beaucoup dans sa langue des mots nouveaux, des mots mauriciens, des mots béarnais, des mots étrangers même qu'il francisait. Et ça aussi, c'était un peu un dandysme chez lui de prononcer des mots anglais à la française. Mais donc il acceptait ces mots, l'apport de ces mots étrangers et surtout l'argot qu'il adorait. Et c'est dans Béanzig, je crois, où il y a des passages argotiques qui sont à mourir de rire. Et ça, c'est ce mélange de liberté, d'échapper et en même temps corseté. C'est dans le début de ce siècle, peut-être avec Apollinaire, un de ceux qui ont le mieux réussi à faire comprendre, non pas par la théorie, mais par l'exemple, qu'il n'y avait pas, comme on l'a cru pendant des siècles, une langue poétique et une langue vulgaire, mais que l'essentiel, c'est de lui donner sa valeur de poésie. Et c'est cette extraordinaire ouverture de son registre qui fait son vocabulaire. Et alors, il y a à la fois chez lui une richesse de vocabulaire excessive et qui est la trace de sa jeunesse, puisqu'on sait qu'un auteur jeune a le goût du vocabulaire riche, va chercher des mots exotiques, va chercher des catharmes, des syllabes. Donc ça, c'est la preuve d'une jeunesse d'auteur. Et en même temps, il y a chez Toulet une grande maturité, puisque la syntaxe, elle, n'est pas une syntaxe tarabiscotée, c'est une syntaxe qui est austère. Et ça forme un contraste très intéressant. Chez Toulet, on trouve jusqu'à 9000 mots. C'est énorme. C'est très jeune. Toulet a à la fois ce côté de jeune chien qui s'amuse avec le langage, qui s'amuse avec les phrases, et puis ce côté de grand seigneur, d'esthète, qui sait le prix de la sobriété. Il y a des poèmes de Toulet en quelques vers qui sont de grands achèvements de la poésie française, qui ne viennent pas de n'importe où non plus, parce que, évidemment, on sent bien qu'il a beaucoup lu l'anthologie grecque, qu'il a beaucoup aimé les poètes du XVIe siècle en particulier. Il y a des rapports, mais voilà. Ça, très tardivement, et ça m'a toujours été un sujet d'étonnement et d'agrément en même temps, l'invention de la contre-rime est contemporaine du verset claudélien. C'est-à-dire qu'il y a un grand achèvement qui se produit en même temps que cette ouverture vers une autre forme de poésie qui a conduit bien souvent la poésie à se déformer. Quand on lit Borges, il semble naturel qu'il ait aimé Toulet, parce qu'il y a en effet chez Borges aussi cette espèce de cambrure, de souci, ni trop ni trop peu, et de la forme presque parfaite, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit absolument parfaite, sinon dans la perfection même il y a une déperdition. On n'entend jamais parler de Toulette, on ne l'apprend pas dans les écoles. Au plus connaît-on quelques poèmes de ces fameuses contre-rimes, qui cependant ne représentent qu'une partie de son œuvre. En effet, ont été publiés de son vivant, et parfois après sa mort seulement, des romans. Monsieur Duport, homme public, Le mariage de Don Quichotte, Les tendres ménages, Mon ami Nann, La jeune fille verte, Les demoiselles la Mortagne. D'autres ouvrages de prose également, comme une fantaisie, Béanzig, Les trois impostures,
et aussi une traduction, Le Grand Dieu Pan. Et plus récemment, on a publié une abondante correspondance ainsi qu'un recueil de vers inédits. Oui, alors il y a les romans. Bon, alors les romans, moi je connais pas peut-être de plus belle phrase que la première phrase de La jeune fille verte, le chapitre qui s'appelle Un noyau de prune. L'averse sonore battit le feuillage un moment, décrut, s'évapora, et peu à peu tout redevint un éclatant silence. Dans la salle au sol alterné de marbre et d'ardoise, où Vitalis Pascal mangeait des prunes de Mirabelle, ces beaux fruits posés devant lui sur des feuilles de figuier étaient pareils aux boules répandues d'un collier d'ambre, et le parfum en pénétrait jusqu'à son cœur. De la pointe de ses doigts, il en choisit une très grosse qui semblait faite d'or et d'éclat, et, se renversant en arrière, y mordit d'un air amoureux. Je trouve que c'est une superbe façon de commencer un livre, et cette façon de mordre dans les prunes de Mirabelle, et de savoir le dire de cette façon. Et autant j'aime la poésie de Toulet, autant j'aime pas ses romans. Roger Grenier. Bon, peut-être Mon ami Nan, enfin bon, qui est amusant, ou Monsieur Duport, Homme public, qui est son premier roman et qui est très très amusant. Mais ensuite, on y retrouve, dans le fond, d'abord une sorte de creux, comme ça. Là, il écrit pour faire des phrases et des astuces grammaticales. Et puis, il y a tout ce qu'il y a de plus détestable dans l'esprit 1900, c'est-à-dire le côté réactionnaire, moracisme mal digéré, antisémitisme le plus stupide. Enfin bon, il y a tout ça. Hein, dans tous les aussi, il ne faut pas s'aveugler, c'est vrai qu'on aime bien quelqu'un. Monsieur Duport, oui, il y a des pages que j'aime, oui, de beaucoup de Monsieur Duport. Je reviens toujours aux mêmes pages. Je n'ai pas su leur donner un titre, mais vous savez qu'il y a le vent, il parle du vent hanteur, mélancolique, vous savez, des couloirs de château, tout ça. L'abbé Jean Bégary. Il parle de la musique de Schumann, dans ces pages-là. Et puis quel opion que la neige. Monsieur Duport, c'est un curieux roman, assez sulfureux et assez mystérieux. Ah mais Monsieur Duport, c'est un chef-d'œuvre d'ironie. Alors Duport, moi ce que je préfère sont ses aphorismes, les aphorismes de Monsieur Duport que je trouve extraordinaires. J'aime beaucoup le cynisme et l'espèce de brutalité de Toulette et l'ironie amère aussi. Par exemple, ce n'est pas de ses seules mains qu'on est paresseux toujours. Il y a des années où l'on se soucie d'amour autant que de travail et qu'il vous pousse, pour ainsi dire, un poil dans le cœur. La première fois que j'ai rencontré Toulet, c'était à la fois grâce à mon grand-père et grâce à une vieille bouquiniste. Mon grand-père m'ayant donné des sous. Et avec ces sous, je suis allée acheter un livre, comme je le faisais souvent. Et ma libraire m'a proposé une très belle édition d'un texte qui ne convenait pas du tout à mes 12 ans, puisque c'était Mon ami Nan, illustré par Paul-Émile Becca. Comme mon grand-père me laissait tout lire, je n'ai pas trouvé que c'était tellement hardi, et je me suis beaucoup régalée aux traductions des mises en exergue de citations latines, parce que Toulet avait une manière très personnelle de traduire ces textes latins pour lesquels on me tapait tant sur les doigts et on m'exigeait que je sois fidèle. Or, Toulet n'était pas du tout fidèle et ça m'avait réjoui. Et donc, j'ai eu mon premier contact avec l'humour de Paul-Jean Toulet par le biais de Mon ami Nan. Et après, j'ai continué parce que la phrase de Toulet m'enchantait. D'abord, le texte est superbe. Mon ami Nan n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, uniquement un roman léger. C'est un livre qui a beaucoup de résonance, qui a les trois robes du mot, c'est-à-dire qu'on peut lire à plusieurs niveaux, comme on peut lire François Villon, que Toulet aimait beaucoup, qu'il lisait en l'annotant. On a retrouvé des carnets de Toulet en Suisse, bien sûr, parce que vous savez que tout ce qui concerne Toulet, tous les premiers carnets inédits, appartenaient à un colonel suisse qui s'appelait le colonel Wyss, qui est mort maintenant, et chez qui j'ai découvert beaucoup plus tard des textes où Toulet notait la série des papes avec des annotations concernant la symbolique des chiffres. Enfin, Toulet était très féru d'ésotérisme, et dans Mon ami Nan, si on le lit d'un petit peu près, on peut trouver une interprétation identique à celle du Cantique des Cantiques. Et je crois que dans l'esprit de Toulet, lors de la composition de Mon ami Nan, il y a eu un petit peu de cette forme d'amour supérieur, qui est tout à fait autre, d'amour mystique, mais caché sous l'humour naturellement, puisque Toulet était avant tout chroniqueur de la vie parisienne. Cette préoccupation que vous indiquez de ce qui échappe au rationalisme chez Toulet se retrouve donc très nettement dans la traduction qu'il a faite de l'ouvrage de Marne. Oui,
Oui, oui. Le Grand Dieu Pan a été pour Toulet un ouvrage de référence. D'ailleurs, il s'est déplacé, il est allé à Londres, où il connut Bella, princesse moins lointaine que son mari le capitaine, qui n'était jamais là, et où il a eu de grandes conversations. Et certains de ses textes sont même marqués du signe de Rose-Croix. Je ne pense pas que Toulet ait jamais adhéré à une quelconque société, parce qu'il était trop individualiste pour avoir le goût des sociétés secrètes. Ô vie, tu n'es que signe, masque et symbole. Mais peut-être qu'un jour nous saurons de quoi. J'aime beaucoup le mariage de Don Quichotte parce que c'est un texte pour moi qui est très poétique et qui est à la fois très visuel. Je rêve d'en faire une adaptation cinématographique. C'est à la fois parodique puisqu'il y a de l'anachronisme, il y a beaucoup de clins d'œil de Toulet qui avait, comme tous les gens de son époque, le goût de l'opérette et qui n'hésitait pas à citer Offenbach. Et ce mariage de Don Quichotte a des séquences, je crois qu'on peut employer des termes cinématographiques quand on parle de ce roman, des séquences qui sont très poétiques, qui se passent sous la mer, dans le château de la princesse Gulnare de la mer. On voit très bien ces couleurs extraordinaires qui sont celles qui chatoient dans beaucoup de poèmes de Toulet. Et puis d'autres séquences qui sont carrément de la critique sociale, où Don Quichotte devient gouverneur d'un État, d'une île, où il impose des vues tout à fait généreuses et qui font que tout va tourner mal. Et il sera chassé de l'île et le royaume idéal qu'il avait essayé d'instaurer disparaîtra. Et puis il y a aussi des scènes de sadisme, des scènes de flagellation. On voit des prisonniers, une très belle prisonnière traînée avec des chaînes et flagellée par les geôliers. Tout ça est extrêmement moderne. Et se trouve d'ailleurs toujours dans les romans de Toulet. Et se trouve toujours dans les romans de Toulet. L'érotisme est toujours présent dans les romans de Toulet, et un érotisme qui n'est pas grossier, qui n'est jamais graveleux. Ce n'est pas de la grivoiserie, c'est un érotisme très intellectuel, mais où les scènes de torture et de flagellation ne sont pas absentes. Toulet ressemble à un portrait du Tintoret. Cheveux courts et cendrés, légère barbe blonde, visage fin et creusé, regard calme, attentif. Il tend à ses amis une main maigre, en s'inclinant devant les femmes avec une minutieuse courtoisie. Il s'assied, la tête un peu penchée de côté, il demande au garçon un verre de vin Mariani, puis il cause. Sa voix est voilée, précise, assez lente. Dans sa conversation, il choisit instinctivement le mot le plus juste, la plus jolie tournure de phrase. La littérature, l'art, la politique l'intéressent le plus souvent. Parfois aussi sur l'amour, sur les femmes, il donne quelques opinions imagées et ramassées dans le goût de celles qu'il attribue dans son roman à Monsieur Duport, homme public. Jean-Louis Vaudoyer. Les femmes, il en a connu beaucoup à l'île Maurice dans sa jeunesse, à Pau dans sa jeunesse, à Alger. Et puis on les connaît finalement assez peu, jusqu'à la dernière qu'il épousera 2 ou 3 ans avant de mourir, qui est la fille d'un restaurateur de Guétari, mais il semble qu'il l'aurait connue à Paris des années auparavant. À la fin du siècle précédent, pour des raisons de santé, je crois qu'un médecin palois avait recommandé à Toulet d'aller vers un climat peut-être moins humide que celui du Béarn. Il était allé à Alger, soi-disant pour y entreprendre des études de droit. Louis Lataillade. Et je crois qu'en fait, il n'a jamais fait son droit. Mais pendant une année,
il a eu une vie assez tumultueuse à Alger. Il était rédacteur dans des journaux locaux. Il a écrit ou collaboré à des pièces de théâtre. Et il a eu évidemment, là comme ailleurs, beaucoup d'amour. Le hasard a fait que nous avons retrouvé dans les années 30 un vieux magistrat qui avait été à Alger le compagnon des heures nocturnes de Toulé. Que dire de Toulé à Alger, sinon peut-être rappeler ce fameux quatrain « Alger, ville d'amour, où tant de nuits passées m'ont fait voir le henné de tes roses talons. Tu nourrissais pour moi d'une vierge aux doigts longs l'orgueil et l'esclavage et les fureurs glacées. » Michel Bulteau, en fait, on sait peu de choses des femmes de chair dans la vie de Toulé, alors que lui a toujours parlé de la femme. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a toujours été discret sur ses aventures féminines, mais on sait qu'il tenait il avait un album personnel où il collait les photographies de ses belles amies, justement. Et il y en a tout de même une qu'on peut sentir dans son œuvre. Il s'agit de la fameuse Nobie. Et derrière ce petit nom se cache Yvonne Vernon. C'était la petite fille de Baudouin, le directeur de la vie parisienne. Toulette l'a probablement rencontré aux alentours de 1900. Vous savez qu'il collaborait donc à la vie parisienne et qu'Yvonne Vernon donnait aussi quelques textes à la vie parisienne. Elle avait écrit quelques romans, assez beaux d'ailleurs. Et surtout, c'était une très grande voyageuse. Et vous avez juste maintenant publié des lettres que nous ne connaissions pas encore entre elle et Toulette. Oui, il y a une petite correspondance, une dizaine de lettres, qui sont d'ailleurs essentiellement des lettres d'Yvonne Vernon à Paul-Jean Toulette. Il n'y a qu'un petit billet de PJ à Yvonne Vernon, qui est assez sec d'ailleurs. On imagine très bien les relations impossibles, j'allais dire, entre ces deux êtres qui étaient l'un et l'autre tellement entachés de nostalgie et d'amertume. Oui, le ton est étonnant. J'ai la lettre que vous avez publiée sous les yeux. Je suis chez Curne. Il s'agit bien sûr de Kurnowski. Absolument, oui. Je suis chez Curne et très en colère, je redescends. Si par hasard, avec volontairement un Z, vous arriviez à l'heure, vous y pourriez donner un coup de sonnette. C'est à l'étage au-dessus, la première porte à droite. Je dis à droite, pas à gauche. Paul. Oui, tout à fait. Là, vous avez le ton de la correspondance. Enfin, les lettres d'Yvonne Vernon sont tout de même assez tendres et assez belles. Il semble qu'elle ait vraiment profondément aimé Toulette, mais qu'elle n'ait peut-être pas été payée en retour. Mon amant, je rentre. Je suis comme grise. Mon cœur bat dans le vertige du vide causé par votre absence. Je vous cherche partout dans l'appartement. Et je sens mes lèvres se dessécher dans l'attente de votre baiser et toute ma tendresse ardente s'épuiser, comme si vous ne la deviniez pas à travers la durée des heures jusqu'à demain, à travers ces cloisons de nuit qui s'épaississent jusqu'au-dedans de moi-même. Oh, que je voudrais, pressé contre vous, perdre la notion de ma propre vie. Comme mon corps se déforme lorsqu'uni étroitement au vôtre, il semble prolonger un identique désir. Très aimante et très voluptueuse. Très voluptueuse, certainement. Vous savez, c'était une femme très très belle. On a évidemment quelques photographies, et puis Paul Leclerc nous a laissé aussi des portraits qui sont assez jolis. Il la compare à un page florentin de Benozzo Gozzoli, ou alors à une Parisienne frileuse, exilée dans d'épaisses fourrures, tantôt à une étrange sultane voluptueusement étendue, et dont, avec un joli bruit, les talismans, les bracelets et les colliers se choquent parmi les coussins. Mais rien ne permet de penser que ça a été le grand amour de Toulette. Ah non, ça non, je ne pense pas. Je pense qu'Yvonne Vernon, avec trop de personnalité, vous savez, Toulette n'aimait pas les femmes qui lui échappent. Et par exemple, elle avait des goûts qui étaient différents des siens. Elle aimait Böcklin, elle aimait Bursley. Toulette détestait ces deux artistes. Il ne comprenait pas qu'Yvonne Vernon puisse les aimer. Alors ça suffisait évidemment pour lui faire prendre de grandes distances. Ce que j'ai aimé le plus au monde, ne pensez-vous pas que ce soit les femmes, l'alcool et les paysages ?
Paul-Jean Toulet, Lettres à soi-même. Il y a chez lui le plaisir d'entraîner une femme dans un paysage. Par exemple, si tu savais encore te lever de bonne heure, nous irions jusqu'au bois ou dans cette eau qui pleure. La femme est dans le paysage. Mais le paysage prend très vite le pas sur la femme. Et on se demande si la femme n'est pas un prétexte à aller goûter le paysage. Et c'est normal puisque Toulet était d'abord un contemplatif et qu'il a été très, très malheureux en amour finalement. Il y a eu pas mal de femmes dans sa vie, dont Yvonne Vernon, mais Yvonne Vernon qui était avant tout une notation colorée. Et une des premières fois où Toulet parle d'Yvonne Vernon, il la présente comme un tourbillon de couleurs. On se demande s'il voit vraiment la femme. Il voit un vêtement. Dans la contre-rime où il se promène en calèche, je crois, dans le pays palois, vous étiez en habit blanc, on eût dit la Sainte Vierge. Finalement, c'est la couleur qui domine. Je n'ai pas souvenir dans l'œuvre de Toulet d'une phrase où la femme soit vraiment célébrée comme elle a pu l'être par Baudelaire, avec ferveur. Il y a toujours, quand Toulet parle des femmes, un retrait ou un peu ironique de défense, ou bien des notations esthétiques, avant tout. Et alors, il y a une femme tout de même qui joue un rôle très important, c'est Madame Bultot. Madame Bultot tenait un salon littéraire, avenue de Wagram, c'est-à-dire on est toujours dans ce quartier du 17e arrondissement de la Plaine Monceau, quartier à l'époque plein d'ateliers d'artistes, enfin d'ateliers d'artistes, de peintres académiques, de sculpteurs académiques. Et Madame Bultot avait là un salon où elle recevait le dimanche beaucoup d'écrivains, d'amis. Il y avait Henri de Régnier, il y avait Jean-Louis Vaudoyer, il y avait des gens comme ça, et il y avait Toulet, pour lequel elle s'était prise d'une sorte de tendresse maternelle qui finalement lui a pesé à la longue. On imagine que Madame Bultot lui disait que s'il continuait à mener cette vie de noctambule, à fumer de l'opium et à boire des cocktails, il y laisserait sa santé. Le jour où il est allé rendre visite à sa famille outre-mer et qu'il a découvert le rhum des plantations, il a continué à en user par une sorte de petite madeleine proustienne. C'était une façon de garder un lien avec la famille. Et puis il a découvert là-bas une autre forme de poison qui est la drogue, le chanvre. Et plus tard à Paris, c'était très facile de fumer l'opium. Il allait chez un certain monsieur Ourst où il y avait une fumerie. Il faut dire que dans ces années 1900, l'opium, la drogue d'une manière plus générale, était une mode, à Paris du moins. Oui, les milieux mondains, beaucoup, puisque pratiquement tous les grands, comme le comte de Montesquieu, comme des gens très, très lancés, fumaient l'opium, on se retrouvait, et Colette elle-même raconte certaines séances dans des fumeries d'opium. Et c'était des lieux magiques. Et je crois qu'on usait de la drogue avec une certaine retenue, et il y avait autour de ce phénomène un étalage de luxe, de beaux tapis, de belles draperies. Et dans cette fumée de drogue de bonne qualité, d'ailleurs Toulet lui-même, de temps en temps, fait allusion à des arrivages de Grand Yunnan ou de Bénarès. Mais Toulet était entouré de gens qui fumaient, et lui-même a exagéré. Mais il avait beaucoup de lucidité, et il savait que c'était trop. Madame Bultot lui reprochait sans doute de se tuer en menant cette vie. Il lui répond « Si je suis en train de mourir, comme en effet il y a apparence, cela ne peut-il arriver pour la raison bien simple que la vie se retire de certaines gens qui ne sauraient vivre sans bonheur et qui en ont si peu depuis longtemps que leur bouche même en a oublié le goût. » Paul-Jean Toulet a vécu avec sa mort. François-Xavier Jaujard. Il avait cette hantise du suicide, mais qu'il était un homme extrêmement bien élevé et qu'il l'a toujours caché, qu'il ne l'a laissé affleurer qu'à de très rares moments. La mort est omniprésente dans cette œuvre, mais elle prend toujours des formes douces, suaves. Jamais ce n'est autre chose qu'une violence absolument insidieuse. J'ai été très malade pendant 2 ans de plus. Sur quoi ma famille, fatiguée de me soigner, m'a marié.
Il y avait justement à la Raffette une façon de chapelle ou d'oratoire qui n'avait jamais servi à ça, et un père jésuite inoccupé. Tout le monde avait l'air satisfait. Il faisait un temps de juin bien agréable et les dames ont fort décemment pleuré au petit prêche de circonstance. Moi-même, malgré mon horreur des cérémonies, je n'aurais trop rien dit si je n'eusse pas été si directement en cause, et si on ne m'avait sous ce prétexte fait lever à une de ces heures dont on ne voudrait même pas pour mourir. Paul Jean Toulet, lettre à Madame de Bussy. Guétary, 8 novembre 1916. Le 12 juin 1916, Toulet avait donc épousé Marie Vergon de Guétary. À 20 ans, j'ai fait connaissance avec Marie Toulette, qu'enfant je voyais comme une vieille dame avec un gros grand tour du cou, mais pas comme la femme du poète. Marie Cateau-Marvier. Plus tard, je me suis intéressée à Marie Toulette, que je n'ai plus vue comme une vieille dame à gros grains, mais comme une jeune fille absolument merveilleuse. Je l'ai vue à travers sa nièce Mathilde Chenaille, que Toulette appelait la gosse et qu'il aimait beaucoup. Il y a une lettre à sa sœur Jeanne du 17 janvier 1890, où il dit « Je suis revenu fatigué de Guétary ». Deuxième jalon, une dédicace d'un livre donné par Marie Toulette à une de ses nièces, où Toulette dédicace à Mademoiselle Marie Vergon en souvenir des belles plages de son pays. Cette dédicace est datée de 1904, elle est sur le livre des 3 impostures, donc en 1904, absolument certain qu'il l'avait rencontrée avant de partir à Paris, quand il pérégrinait dans le Pays basque. Marie Vergon était une jeune fille en avance sur son époque, tout au moins au Pays basque, où la femme est quand même le Tchéco André, la maîtresse de maison. Elle montait à cheval, ses parents, restaurateurs à l'hôtel Vergon, lui avaient même fait construire un petit muret à marche pour qu'elle puisse descendre plus noblement de son cheval. Je disais jeune fille à la mode, parce que dans Guétary, elle vivait à Guétary avec son frère et sa sœur. On l'appelait, avec l'habitude un petit peu basque de donner des sobriquets, Marie sans vergogne. Je pense qu'elle faisait partie de la jeunesse dorée de l'époque et qu'elle allait au théâtre, qu'elle se baignait. Disons qu'elle n'était pas la petite jeune fille qui uniquement servait à la table chez ses parents, comme on faisait souvent à cette époque, les jeunes filles de la maison. C'était beaucoup plus original. Et elle est allée aussi, je crois, à Paris. Vers les années 1904 ou 5, elle habitait rue de la Bienfaisance, à 2 pas de 14 place de la Borde, où Toulette habitait avec Kurnonski. Il y a une correspondance qui consiste en quelques cartes postales de Kurnonski à Marie Toulette, en l'appelant chère amie et en lui disant en 1907 je n'ai pas de mauvaises nouvelles de là-bas. Je pense qu'il s'agissait d'un séjour de Toulette à la Raffette. Et dans le livre de Jacques Dissort, Le gentilhomme de lettres, il raconte qu'un jour arrivant chez Toulette, quand il était très mal sur le point de quitter Paris, il a vu entrer une jeune fille. Toulette lui a dit d'un ton pénétré « Mademoiselle Marie ». Et tout prouve qu'elle avait suivi son poète de très près et qu'il n'est pas étonnant qu'il l'ait choisi pour sa femme. L'immortel et l'œillet de mer qui pousse dans le sable, la pervenche trop périssable ou ce fenouil amer qui craquait sous la dent des chèvres, ne vous en souvient-il? Ni de la brise au sel subtil qui nous brûlait aux lèvres. Tout d'abord, enfin, le premier contact avec le poète, ça a été sa maison. Ma mère nous emmenait goûter dans les maisons amies et voisines d'Echeberria, Echeferdea, la maison des Duhal, de parents également de Marie Toulette, Landagaina, parents aussi de Marie Toulette. La plus mystérieuse me paraissait être Echeberria. Je ne la voyais pas, comme il est dit dans le petit quatrain que Toulette a envoyé à ma mère, où il lui disait « Ma chère Marthe, je vous prie, ou si ce n'est moi, c'est Marie, de bien vouloir l'accompagner chez Doyenard pour y manger du 4 quarts. Avec cette même famille, la dame, le monsieur et la petite fille,
parenthèse, il s'agit de Claude Debussy, sa femme est Chouchou, que vous avez rencontré il y a 1 mois ou plus, sous la vaste charmille et ses jardins pompeux, Verte Etcheberria, qui ferait la pige à Séville. Je ne voyais pas Etcheberria comme verte et pompeuse, mais comme une mystérieuse maison, avec une claire allée montante et des pièces sombres. À gauche, le bureau de Toulette, que j'ai connu dans l'état de 1920, avec le meuble d'ébène, le fauteuil du bailli de Suffren qui me faisait penser que ce monsieur que je voyais avec son béret bas, sa barbiche, ses espadrilles, assis sur la terrasse des Duhalles, était un vieux conteur. Mon ami Nan, je pensais que c'était une nouvelle version de Peau d'âne, et la jeune fille verte, je pensais que c'était une jeune fille verte. Je l'ai bien connu, je l'ai approché, mon père avait des relations suivies avec lui, et je dois dire d'ailleurs qu'il me terrorisait un peu. Pierre Lius. Il me terrorisait parce que ce n'était pas un homme gai, on le sentait meurtri. Il était d'autre part très maigre, avec un visage qui me paraissait celui d'un vieillard. Il est mort pourtant en 1920, c'est-à-dire à peine à l'âge de 53 ans. Mais il avait été usé par l'opium qu'il remplaçait vers la fin de sa vie par quelques gouttes de laudanum placées sur un morceau de sucre, par la vie de bar qu'il avait mené également à Paris et dont on a les échos dans plusieurs de ses volumes. Je le revois d'ailleurs, l'endroit où je le revois surtout, c'est à la terrasse du Café de Madrid, à Guétari, sur une place, une petite place à laquelle j'ai donné son nom quand j'étais maire de ce petit village, de mon village natal, n'est-ce pas? Alors, je le revois encore à la terrasse de ce café, avec des espadrilles blanches à longs lacets qui entouraient des chaussettes noires, comme on le faisait à l'époque, n'est-ce pas? Et un air toujours lassé, fatigué, grincheux, une impression véritablement désolante que j'ai comprise plus tard en lisant son œuvre. Ces dernières années, à Guétari, d'ailleurs, il est passé assez cloîtré dans sa chambre. Il est passé assez cloîtré et il ne lisait plus que des catalogues de vente d'œuvres d'art ou de livres, des numéros de l'Illustration, des revues, enfin des choses comme ça qu'il commandait à Paris à quelqu'un qui a eu avec lui une correspondance jusqu'au bout, qui était le comte Philippon, et à qui Toulet écrivait, voilà, cher ami, j'ai le numéro 26, il me manque le numéro 25, pouvez-vous me le procurer? Enfin, il y a toute une correspondance qui montre que Toulet ne s'intéressait plus qu'à une sorte de bibliophilie provinciale et au fond assez morne et assez vide. Mais Valéry ira le voir à Guétari, par exemple. Valéry sera l'un des derniers visiteurs qui ira le saluer. Comment se connaissait-il? De Paris, peut-être, ou par Debussy, par Pierre-Louis, je ne sais pas. Beaucoup de mystères, au fond. Il y a beaucoup de mystères, finalement. Parce que lui-même n'a jamais voulu dire beaucoup de choses. Marie Toulette avait un frère, Jean-Baptiste Vergon, qui avait fondé une petite revue satirique, Le Fond de Bain, et elle avait aussi une sœur, Madeleine Vergon, qui avait épousé mon oncle direct, le docteur Arispe, médecin à Guétari. Ma mère étant une Arispe, je suis par alliance, enfin, une proche en filiation assez directe. Et à ce sujet, une anecdote tragico-comique, c'est que Toulette a dédicacé la jeune fille verte à son cousin, le docteur Arispe, le tueur. Et comme le docteur Arispe fournissait Toulette en laudanum, il a un rapport direct avec sa mort. Marie lui mouillait son laudanum en ajoutant de l'eau. Et une nuit, Toulette a pris un flacon plein sur une étagère et il a eu une overdose. Une vie, une œuvre, Paul-Jean Toulet. Une émission de Paul Chavas avec l'abbé Jean Bégary, Michel Bulteau, Simone Cara, Marie Cateau-Marvier, Michel Descodins, Bernard Delvaille, Geneviève Dorman, Roger Grenier, François-Xavier Jaujard, Louis Lataillade, Pierre Lius, Jacques Reda, Pierre Tranchès.
cet homme-là, je disais à un ami récemment, n'a pas écrit pour les grandes et les longues oreilles, mais pour les très fines. Cela me touche aussi beaucoup quand je pense à Toulet. C'est aussi l'impécuniosité, la pauvreté, disons, de Toulet. Ça, cette pauvreté que je connais moi-même par mon état de prêtre. Et je crois que à partir du moment que l'on est pauvre, tout est mieux senti. Je crois que c'est là qu'il manifeste vraiment dans ces années difficiles de Guattari, à mes yeux, cette joie de l'esprit. Cette joie de l'esprit dont Ninon de L'Enclos disait « La joie de l'esprit en marque la force ». Moi, j'y vais, voyez-vous, je vais quelquefois à Toulet. Je sens que j'irai dans l'avenir à cette correspondance-là. Ça va vous faire peut-être sursauter un peu comme à celle d'un père de l'Église. J'y puiserai des forces morales, croyez-moi. Texte lu par Geneviève Barou, Yves Fabrice, Sylvain Joubert. Mixage Nicole Dalmar. Réalisation Christine Berlamont.